Bonsoir, bienvenue, merci de nous rejoindre sur le plateau de VIA TV pour cette émission spéciale législative 2024, le débat de l'entre-deux tours. Depuis lundi, avec Eddy Marajo, nous recevons les finalistes qui seront présents donc samedi prochain, dans quelques jours, dans 3 jours, pour élire donc nos députés, 4 députés sur la Martinique. Lundi, c'était les candidats finalistes de la circonscription 1. Mardi hier, c'était le Nord. Et ce soir, c'est Fort-de-France, circonscription ville-capitale, circonscription 3. Alors, les enjeux, c'est très simple. Pour la première fois, le PPM va être confronté à un candidat autre que Francis Carole. C'est déjà quelque chose de totalement nouveau. Donc, l'enjeu pour le challenger, la challenger de M. Ajar, qui est le député sortant, rappelons-le, c'est de combler les quelques milliers de voix qui les séparent, avec évidemment un enjeu qui est celui de faire tomber le PPM de son piédestal et vous de conserver, à l'inverse, de conserver votre siège. Donc on a 2 invités ce soir, Béatrice Bellé, donc la challenger, comme l'indique Eddy Marajo, et Johnny Ajar, qui est le député sortant. Je vais rappeler quand même les règles de notre échange. Nous allons donc débattre pendant 1 heure. On a retiré 10 minutes de questions et puis de statistiques qu'on va donner au cours de l'émission. Donc, il vous reste 25 minutes chacun. Et donc, à la fin, vous aurez 1 minute pour vous adresser directement aux téléspectatrices et téléspectateurs de VIA TV en regardant la caméra qui est juste à côté de moi. Et on a fait un tirage au sort au début et c'est Johnny Ajar qui va prendre la parole en premier et c'est donc Béatrice Bellé qui va prendre la parole en dernier, qui va conclure cette émission. Comment allez-vous, messieurs, dames ? Ça va très bien. Ça va bien ? Je vous salue, je salue respectueusement Madame Bellé, et puis tout ça qui a coûté, tout ça qui attend, l'épisode, tout ça qui souffrait, je tiens à passer un message à tous les habitants de Saint-Vincent qui ont vécu dramatique les sinistres de Biril, mais aussi les Martiniquaises et Martiniquais. J'étais au centre-ville justement pour les accompagner, et nous, l'épisode, pour accompagner les autres dans ces difficultés-là. Béatrice Bellé, comment vous abordez ce débat ? Très sereinement, comme finalement les 2 autres débats, je vous le dis, puisque nous sommes à notre 3e débat de la journée. Donc les 2 autres débats que nous avons eus, sereinement, puisque nous savons les valeurs que nous portons. Et donc je veux saluer, bonsoir à vous et bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs. Et à l'instar de M. Johnny Ajar, je veux apporter ma solidarité aux Martiniquaises et aux Martiniquais, au-delà des Foyalaises et Foyalais que nous avons visités, mon équipe et moi hier, à tous les Martiniquais qui ont malheureusement perdu leur outil souvent de production, leur outil aussi de pêche, puisqu'il y a eu des marins pêcheurs qui ont perdu leurs embarcations. Et puis évidemment, une solidarité doit pouvoir s'organiser aujourd'hui avec les îles des Grenadines, puisqu'on apprend que Union est quasiment rayée de la carte. Ça montre qu'il y a beaucoup à faire en matière climatique aujourd'hui et développement durable. Alors, on va rappeler les résultats du premier tour de samedi dernier. Donc, Johnny Ajar, vous êtes arrivé en tête, donc vous êtes le député sortant, vous avez été élu en 2022, vous êtes arrivé en tête avec 37,28% des suffrages, suivi de Béatrice Bellé, donc 25,26% des suffrages, ce qui explique qu'elle est avec nous aujourd'hui. On va donner les autres résultats dans la foulée. Oui, à la fois pour remercier l'ensemble des autres candidats d'avoir participé à ce scrutin. Alors, je rappelle les chiffres. Là, on a donné les pourcentages de suffrages exprimés. Je vais quand même rappeler les valeurs absolues, donc oui, le nombre de voix. Johnny Ajar, 6 626 voix, 37,28% des suffrages exprimés. En seconde position, Béatrice Bellé, 25,26% des suffrages exprimés, 4 489 voix. En troisième position, Francis Carole, 14,72% pour 2 617 voix. En quatrième position, Max Ferrati, 1684 voix, 9,47% des voix. Ensuite, Nathalie Josse avec 1010 voix, 5,68%. Frédéric Dispagne, 3,52% des suffrages exprimés, 624 voix. Mélanie Sulliot, 2,04% avec 363 voix. Et Emmanuel Granier, 2,03% et 361 voix. Béatrice Bellé, la dernière fois en 2022, vous étiez candidate sur le centre. Vous vous êtes présentée sur Fort-de-France parce que vous pensez que la citadelle PPM est prenable désormais? Non. Alors, je tiens à le dire parce que mon concurrent,
puisque nous avons des concurrents, pas d'ennemis, a prétendu que je me baladais en Martinique. J'estime que sur un territoire de 1100 km², on peut se balader, et heureusement. Mais deux, la réalité, c'est qu'il y a des règles en matière électorale. Et pour ce qui me concerne, mes fonctions me rendent inéligible sur la circonscription sud, sur laquelle je travaille, et sur la circonscription centre, puisque le François est dans la circonscription et que je travaille dans une communauté d'agglomération, celle du Sud. Donc je suis inéligible. Donc je ne vais pas, en effet, aller sur un territoire où je suis inéligible. Et c'est pour cela que Qu'est-ce qui s'est passé la première fois? Vous aviez oublié le texte? Pas du tout. Non, c'est que je n'étais pas dans les mêmes fonctions. Voilà. Donc, d'accord, vous avez changé de fonction. Exactement. Non, mais il faut le dire, parce que les gens de Roumont et de Trinité... Ils sont tristes. Oui, ils sont tristes. Ils sont tristes. Mais enfin, je rappelle quand même, à toutes fins utiles, mais ça, c'est l'histoire de la Martinique, et je crois que je la représente. Ma famille, côté Bélé, vient essentiellement de Sainte-Luce, mais également de Tivoli. Et mon grand-père a grandi à Tivoli. Donc, je crois que c'est Fort-de-France. Je vis depuis plus de 20 ans à Fort-de-France et je suis contribuable de Fort-de-France. Donc je crois qu'on peut militer finalement là aussi où on habite. Et puis mes parents, évidemment, et une grande partie de ma famille est au Gros-Morne, à Trinité, au Lamentin. Donc je suis une Martiniquaise, tout simplement. On rappelle aussi que vous êtes première secrétaire fédérale de la Fédération socialiste de Martinique, que vous êtes membre du bureau national du Parti socialiste depuis 2019, secrétaire national à l'égalité réelle depuis 2020. Et puis donc, vous avez été candidate sur la liste aux européennes. Alors, moi, je n'y comprends rien, je dois vous dire. Vous êtes de gauche. Monsieur Ajar siège dans le groupe socialiste et apparenté. Vous êtes au PS. J'ai vu passer un courrier qui était signé de Pierre Jouvet, secrétaire général du PS, et Sébastien Vincini, secrétaire national du PS, qui estime que le Parti socialiste est convaincu que sa réélection, donc en parlant de M. Johnny Ajar, permettra de poursuivre le travail essentiel que vous avez entrepris en lien avec le Parti progressiste martiniquais. Mais on n'y comprend rien. Vous êtes en fait, vous êtes tous les deux étiquetés en plus Nouveau Front Populaire. On a, voilà. Alors, comment expliquer la consigne nationale du désistement n'a probablement pas été appliqué ici. Johnny Ajar, avoir contre vous quelqu'un du nouveau Front populaire, ça doit faire bizarre. Écoutez, ce dont vous parlez, cette lettre-là, elle est là. Là, voilà. Bon. Concrètement, aujourd'hui, moi, j'ai l'investiture du Parti progressiste martiniquais à l'unanimité et Alliance Martinique. Je n'ai rien demandé de plus, puisque c'est vrai que quand nous sommes sur les élections nationales françaises, donc à l'Assemblée nationale, le PPM a toujours été associé, solidaire du Parti socialiste historiquement. Césaire a siégé aux côtés du Parti socialiste et apparenté, je rappelle, apparenté, je ne suis pas PS, mais apparenté PS. Oui. Camille Darcet aussi, Serge Letchimy aussi, et moi donc aussi. Et j'ai fait mes 2 dernières années de bilan de travail conséquent pour la Martinique et pour les Outre-mer, au niveau, justement, du groupe socialiste. Et j'ai contribué concrètement au programme du nouveau Front populaire à travers mon rapport sur la vie chère, qui représente 80% de ce que le nouveau Front populaire présente dans son programme sur les Outre-mer. Donc ça, c'est le travail que j'ai effectué. C'est un constat factuel. Je n'ai pas à dire plus que cela, puisque je ne suis pas membre du Parti socialiste français. Oui, mais vous êtes... Ils ont reconnu mon travail des 2 ans. Ils souhaitent poursuivre avec moi. Donc, j'ai accueilli simplement, en toute reconnaissance, cette marque de solidarité, de soutien vis-à-vis de ma candidature. Mais il y a le temps pour NFP et il y a aussi le temps pour, forcément, NFP aussi pour Mme Bélé. Qu'est-ce que vous avez à en dire, Mme Bélé, de cette, je ne sais pas, double investiture, je ne sais pas comment dire. Non. Bon, monsieur Ajar et la totalité des membres éminents du PPM ont sollicité ardemment, il faut le dire, des cadres, de certains cadres, et notamment du groupe, parce que je les ai eus également au téléphone. Monsieur Jouvet, pas seulement, pas seulement, qu'ils puissent procéder, évidemment, à une sanction à mon endroit, ça c'était la première chose, et puis un soutien à l'endroit de monsieur Ajar pour le travail qu'il avait fourni, que je ne remets pas en cause, et heureusement. Néanmoins, la démocratie n'est pas un jeu de petits accords entre hommes, et singulièrement pas, quand on est autonomiste, entre hommes qui sollicitent le support d'autres hommes de Paris pour éventuellement débrancher
une compatriote martiniquaise qui se donne au jeu de la démocratie. Voilà. Alors, moi, je tiens ma légitimité de la Fédération socialiste de Martinique, mais je tiens surtout ma légitimité des électrices et des électeurs qui m'ont placée au deuxième tour de cette élection, et je les en remercie. Et je crois que le jeu démocratique donc doit se poursuivre, et celui qui aura le plus convaincu continuera à œuvrer, je pense, pour le bien des Martiniquaises et des Martiniquais. Je partage l'idée que la démocratie, elle a le droit. Hein, et il faut saluer, moi je salue toutes les personnes qui viennent candidater, parce qu'il importe aujourd'hui d'offrir une alternative politique aussi et d'offrir véritablement un service, une mission au service des Martiniquaises et des Martiniquais. Mais j'essaie d'être factuel simplement, sans remettre en cause quoi que ce soit. Aujourd'hui, l'heure où vous tuez un chien, vous avez dit ni la rage. En gros, en français, quand vous voulez noyer votre chien, vous prétextez qu'il a la rage. Donc, je pense qu'il faut peut-être éviter un certain nombre de propos. Nous n'avons rien sollicité, rien demandé. Si. Nous avons obtenu. Maintenant, il y a une histoire simple. Lors des élections européennes, le Parti socialiste, avec Olivier Faure et Mme Bellé, sont venus au PPM avec Serge Letchimy et moi-même. J'ai même fait une vidéo pour la soutenir il y a à peine un mois. Et les photos sont là pour le prouver. Cette première photo, cette deuxième photo, d'accord, à côté de Césaire. Qui sont sur ma page Facebook. À côté de Césaire, simplement pour dire que nous avons toujours été solidaires des forces progressistes et socialistes, parce que ça fait partie de notre idéologie et nos racines politiques. Maintenant, ça c'est un fait qui s'est passé aux européennes. Nous avons appelé à voter, et puis nous faisons le constat que par ailleurs, effectivement, chacun est libre de se présenter. Alors, maintenant, c'est difficile d'entendre le dénigrement du PPM, auquel on a demandé le soutien aux européennes. Parce que je rappelle que le Parti progressiste martiniquais a aidé, a tout fait pour mener campagne à Fort-de-France. D'ailleurs, Glucksmann est sorti en deuxième position à Fort-de-France par rapport au soutien du Parti progressiste martiniquais. C'est ce que je regrette. Il y a une forme de contradiction. Gardez un peu de temps, monsieur Agent. Gardez un peu de temps. Madame Bellé, qu'est-ce que vous répondez aux gens? Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui vous disent que quelques heures après avoir fêté, entre guillemets, la place très importante, deuxième place de M. Glucksmann à Fort-de-France, et après avoir obtenu le soutien de Serge Letchimy, à vous et à votre équipe pour les européennes, que vous veniez quelques heures plus tard combattre le PPM. C'est quoi la logique? Non, je ne viens pas combattre qui que ce soit. Je viens dans un débat et dans une compétition qui ne... Je suis pas... Je vous l'ai dit, ce n'est pas mon ennemi. Oui. Nous sommes tous les deux dans une offre politique qui est socialiste, qui est de gauche. Qui est de gauche, oui. Qui a vocation, avec des différences, et nous allons peut-être les voir au cours de ce débat, c'est tout l'intérêt. Je crois que on peut nourrir, si vous voulez, on peut parler pendant 3 heures de cela, non. Hein, même si pour moi ça n'a pas beaucoup d'intérêt. J'aurais aimé que beaucoup plus de maires, beaucoup plus d'élus fassent cette campagne des européennes, dont on savait qu'elle allait être difficile. Alors je ne sais pas si beaucoup de gens ont battu campagne. Moi, j'ai battu campagne. Moi, j'ai battu campagne avec voiture, sono, flyer, personnel. Donc le lien avec les législatives après. Il y a quand même. Alors je remercie tous les élus, et il n'y a pas seulement que les élus du PPM d'ailleurs qui ont appelé à voter pour la liste de Raphaël Glucksmann, sur laquelle j'étais en 30e position, donc avec de faibles possibilités d'y être élu. Vos remerciements en candidature. Je n'ai pas, Monsieur Marajo, ce n'est pas une traduction, ce n'est pas un donnant-donnant, c'est pas ça. Au niveau national, c'est ce que d'ailleurs Monsieur Johnny Ajar revendique. Au niveau national, ils prennent d'ailleurs la tâche, me parlent très rarement, je dois vous rassurer, sur cela, je dois les rassurer aussi sur cela, ils ne me parlent quasiment jamais. Mais au niveau national, ils s'entendent bien avec les responsables du national, et moi par contre, je suis une fédération. Et en ma qualité de fédération, ma fédération et le conseil de ma fédération a le droit d'entreprendre et de se présenter. Sinon d'ailleurs, si ce n'était que ça, puisque nous sommes toujours amis au national, donc ça voudrait dire que les socialistes n'ont le droit de se présenter nulle part en Martinique. Parce que le PPM, en revanche, ne s'est jamais gêné pour envoyer des personnes devant nous. Qu'est-ce qui vous différencie? Qu'est-ce qui vous Bah, différencie aujourd'hui, si vous aviez un sujet pour vraiment marquer vos différences, vous diriez quoi, Johnny Ajar? Alors, il y a de nombreux sujets qui nous différencient.
D'abord, j'ai une très grande expérience politique et j'ai 2 ans de mandat avec un bilan réel. J'ai fait voter une résolution à l'unanimité, je dis bien à l'unanimité, pour la création d'une commission d'enquête parlementaire. J'ai fait voter une loi pour préserver la filière cinéma, l'activité et l'emploi, voter à l'unanimité et empêcher que les tickets de cinéma passent à 18-20 euros, à l'unanimité. J'ai mené un rapport à une commission d'enquête où j'ai été rapporteur et j'ai porté avec le groupe socialiste la loi sur le chlordécone et le collègue Califère, que j'ai été un contributeur très actif pour faire reconnaître pour la première fois la responsabilité de l'État dans l'empoisonnement au chlordécone et l'obligation à la fois de développer la recherche et l'ensemble des réparations sur le volet écologique, économique, social et sanitaire. Sur les autres points, je suis très porté aujourd'hui sur la vie chère, sur les problématiques de comment augmenter le niveau des revenus, comment baisser les prix, comment aider et le sous-financement des collectivités pour améliorer les services publics des collectivités locales et comment faire en sorte que l'État également améliore son niveau de service public. Ça vous distingue de Mme Bélé? Très concrètement, pour une raison simple, parce que le programme du nouveau Front populaire, aujourd'hui, c'est un programme cadre français. Il doit être complété, c'est une nécessité, par la réalité et l'adaptation locale. Par exemple, sur le SMIC à 1600. Sur le SMIC à 1600, ce que je disais clairement, c'est que le SMIC à 1600, c'est plus de pouvoir d'achat pour les Français de la France hexagonale. Par contre, le SMIC à 1600 ici, c'est moins de pouvoir d'achat parce qu'on a 40% de vie chère en plus. Ça veut dire qu'il faut d'autres mesures, et je propose une allocation spécifique de solidarité pour les petites retraites, pour les jeunes étudiants, pour les précaires et les vulnérables, à partir de la TVA qui est créée localement, mais au lieu qu'elle reparte dans les caisses de l'État, elle pourrait financer cette allocation qui serait un surplus pour lutter contre la vie chère et avoir un pouvoir d'achat. Si je prends l'exemple des classes moyennes, aujourd'hui, depuis 2017, lorsque vous avez 2 450 €, vous ne bénéficiez plus des 30% d'abattement fiscal, qui était une compensation contre la vie chère. Je parle localement. Je rappelle qu'à La Réunion, ce n'est pas le même niveau d'abattement fiscal qu'en Martinique. Donc, il y a des différences qui sont propres et qui doivent tenir compte de nos réalités. Eh bien, moi, l'idée, c'est de rétablir le plafond de l'abattement fiscal à 5 100 € pour permettre aux classes moyennes de ne plus payer d'impôts et de garder cet argent pour un pouvoir d'achat pour consommer localement. Et ça, c'est fondamental. Je prends un autre exemple sur la question des fonctionnaires, de la fonction publique hospitalière, des collectivités locales, mais aussi de l'État. Aujourd'hui, le rapport propose 10% d'augmentation de l'indice, du point d'indice qui sert de calcul de la rémunération. Mais les 10% d'augmentation pour les fonctionnaires de France hexagonale, c'est plus de pouvoir d'achat parce que la vie est moins chère en France hexagonale. Nous, ce n'est pas 10% qu'il faut, c'est 20% qu'il faut parce que nous, la vie est plus chère de 40%. Je peux prendre d'autres exemples très concrets sur le blocage des prix de produits de première nécessité aujourd'hui. Oui. Ça concerne nos territoires. Le rapport de la vie chère est très clair. Article 410-2 du Code de commerce. Il suffit d'appliquer. Il n'y a pas de loi à faire. Appliquer la loi. Et c'est parmi les 70 préconisations que j'ai faites dans le rapport de la vie chère. Je rappelle que j'ai déposé aussi au comité interministériel d'outre-mer 15 projets, 76 fiches actions pour aider les Martiniquais et les outre-mer concrètement. Et donc, cette différence-là est fondamentale et essentielle. D'autre part, je connais très bien les 135 quartiers de Fort-de-France. Et je le dis aussi, j'ai la foi et je crois en Dieu et je porte un certain nombre de projets. Troisièmement, en termes d'éthique, de moralité et de solidarité, j'essaie d'être le plus intègre. Je suis, pour moi, le plus intègre parce que je dois pouvoir conserver, quelles que soient les difficultés, cette intégrité, cette éthique et le respect de la parole donnée et des valeurs. Tout ça vous différencie de Mme Bélé. Qu'est-ce qui vous différencie fondamentalement, Mme Bélé, de M. Ajar? Notre façon d'appréhender ce qui est en train de se passer aujourd'hui en France et donc singulièrement en Martinique. Et notre façon aussi d'appréhender ce programme dont monsieur se revendique, mais finalement qu'il ne connaît que trop peu dans l'orientation qui a été la sienne. Le nouveau Front populaire, c'est un programme de rupture. Or, il parle de continuité, en fait. Son rapport est adapté, évidemment, le rapport sur la vie chère est adapté à une vision qui est une vision pour nous, qui devient passéiste. Il faut une rupture. Pourquoi? Parce que si le Rassemblement national en France, en Martinique, fait des chiffres aussi ahurissants, c'est qu'il y a une rupture aussi dans la tête des Martiniquaises et des Martiniquais, des Foyalaises et des Foyalais, puisqu'on a vu que plus de 1000 et quelques voix sont allées à l'endroit du représentant du Rassemblement national. Dans toute la Martinique, c'est plus de 9000 voix. D'accord. Bon. Donc,
ce qu'il faut se dire, c'est que nous avons décidé en écrivant ce rapport d'aller évidemment sur des mesures. Et la première, c'est décréter un état d'urgence sociale. Bon, adapté, parce qu'il est indiqué aussi, et je regrette que monsieur le député, au fil des débats, n'ait pas pris le temps de lire, il y a une précision sur la volonté de ce programme de s'adapter aux doléances, aux particularités de chaque territoire d'outre-mer. Donc, naturellement qu'il y aura une adaptation, naturellement qu'il y a des choses, lorsque l'on dit de permettre aux personnes d'isoler leur maison, de se chauffer, bon, on ne parle pas de la Martinique. Bon, ça nous distingue. Et puis, je crois que ce qui nous distingue, du coup, c'est que nous n'avons pas la même vision des systèmes de relance. Et encore une fois, c'est une rupture. Excusez-moi, l'urgence sociale amène quel type de mesures? À d'ores et déjà, première chose, faire du bon service public. D'accord? Faire du service public. Faire pour et ça relève nos concitoyennes et nos du député, concitoyens. cela. Tout à fait, parce qu'il faut fixer des règles. Quel service public, par exemple? Le transport. Oui. La gratuité de l'école. Alors, on en a parlé, par exemple, dans le transport, ça relève pas le transport ne relève pas du député, oui, précisément. mais en partie parce que, en l'occurrence, les dotations, par exemple, de continuité territoriale, ou même les dotations qui sont données en France à la SNCF, c'est le législateur. Bon. Okay. Et nous, on doit se poser la question de savoir comment on finance notre transport interrégional. On doit se poser la question de savoir comment on finance nos infrastructures de transport. Comment aussi on finance l'achat des équipements en matière de transport. Parce qu'en effet, pour nous, acheter un bus, acheter un car ou acheter un BHNS, c'est évidemment beaucoup plus cher. Donc, urgence sociale, donc service public qui fonctionne. Bien sûr. Mais c'est la base. C'est-à-dire qu'on parle d'augmentation des revenus. Mais vous savez, ma grand-mère me disait toujours, l'agent au nid, c'est déjà l'agent pas qu'à dépenser. D'accord? Donc quand un parent, et notamment ces femmes qui se retrouvent souvent dans la monoparentalité, elles sont plus de 40% en Martinique, hein, bon, et qui se retrouvent à devoir payer le bus, s'acheter une voiture, hein, parce qu'elles n'auront pas d'autre choix. Payer une eau bien trop chère pour le service qui est rendu. Je rappelle qu'il y a des Martiniquaises et des Martiniquais qui, depuis hier, n'ont ni eau ni électricité chez eux. Payer un système, finalement, aussi d'énergie qui est trop cher. Et donc, nous proposons le blocage des prix. Nous proposons, évidemment, les 30 mètres cubes gratuits d'eau. Nous proposons l'école gratuite. Et l'école gratuite, elle va du transport scolaire, à la restauration, aux équipements. Et je tiens à dire que d'autres villes, dont la ville de Nice, parce que mon contradicteur a eu l'air de penser, par exemple, que c'était impossible. D'autres villes l'ont fait depuis longtemps. Mais il s'agit aujourd'hui, dans le cadre de ce nouveau fonds populaire, de généraliser un certain nombre de mesures qui ont produit des effets. Parce que quand vous donnez à une mère pauvre un pouvoir d'achat de 200 €, vous avez la certitude qu'elle va le dépenser dans son environnement économique immédiat. Béatrice Bellé, il y a dans le programme du nouveau fonds populaire, alors moi je l'ai peut-être lu plus assidûment, peut-être que plein d'autres gens, mais il y a une mesure dont vous ne parlez jamais, qui est, à mon avis, très importante pour les Martiniquais, c'est le fameux statut. Dans ce programme, les gens qui ont pensé ce programme disent que de toute façon, il va falloir reposer aux Martiniquais et à l'outre-mer de manière générale la question de l'évolution institutionnelle. On vous a connu adversaire résolu d'une évolution institutionnelle aventureuse. Pas moi. Oui, vous n'êtes pas pour l'indépendance, vous l'avez dit très clairement. Oui. Par contre, j'ai toujours dit que je suis une autonomiste. Oui, mais là, en l'occurrence, ils ne parlent ni d'autonomie ni d'indépendance. Ils disent on remet sur le tapis, et vous savez comme moi que les sondages, plus les élections, les deux en même temps, indiquent très clairement que les Martiniquais, pour eux, ce n'est pas une question fondamentale. Davantage les 1 600 € pour le SMIC, mais pas trop le statut. Comment vous vous positionnez là? Est-ce que vous leur dites, bon, messieurs, ce n'est pas une préoccupation locale, ou est-ce que vous y allez? Écoutez, vous savez, l'indépendance, l'autonomie, le statut ne sont pas des fins, mais des moyens. La question que l'on doit se poser en premier, c'est de quelle Martinique rêvons-nous? Bon. Et il y a un moment où on doit se poser la question des outils, évidemment, législatifs qui peuvent être les nôtres.
quand aujourd'hui on est incapable de discuter avec notre géographie cordiale, si ce n'est notre géographie cordiale, donc les îles qui nous avoisinent, nous sommes quand même dans la zone des Amériques, lorsque nous sommes incapables de discuter avec nos voisins, qui peuvent nous fournir d'ailleurs certainement des biens, nous pouvons décider, peut-être avec un nouveau statut, d'avoir un système normatif qui nous permette d'adapter un certain nombre de règles pour que nous puissions, par exemple, nous fournir dans certains matériaux, par exemple en Amérique du Sud ou en Amérique du Nord. C'est possible et ça nous reviendrait moins cher. Lorsque nous avons éventuellement la continuité territoriale... Gardez quand même un tout petit peu de temps. Oui. Moi, je voudrais poser la question à M. Ajar en citant la profession de foi. Vous dites « Je vous propose de poursuivre notre route dans la République française ». Vous êtes sur la même longueur d'onde, en fait. Non, pas du tout. Attendez, il y a de très grosses différences. Moi, effectivement, j'ai un programme pour la Martinique qui complète le programme du nouveau Fonds populaire. Ne me faites pas l'insulte de dire que je n'ai pas lu, je l'ai parfaitement lu. Mais justement, il y a des différences. Il faut, à mon avis, ne pas déconnecter le social de l'économique. L'urgence, elle n'est pas que sociale, elle est économique et sociale. On ne pourra pas dépendre à 100% d'argent public en permanence. Il faut créer de la richesse locale par la création d'activités, par la création des entreprises et par l'innovation et la recherche. Comment le faire, justement? C'est ce que je propose. Cette rupture-là, elle est claire. Il faut l'économique et le social ensemble. L'un dépend de l'autre. Les deux sont ensemble. C'est un vrai binôme. Comment on fait? Alors, comment on fait très concrètement? Zéro charge. Pendant 10 ans, déchocage économique et social massif. Rapport sur la vie chère. Exonération de charges fiscales et sociales. Zéro charge fiscale pour les petites et moyennes entreprises. Pour se reconstituer, se revitaliser, d'accord, sur 10 ans. Deuxièmement, désendettement, effacement de 50% de leurs dettes et apurement des 50% restants de leurs dettes. Parce que ce sont eux seuls, avec la puissance publique en complémentaire, qui sont capables de créer de la richesse localement, mais qui doit rester localement. Donc, il faut augmenter la capacité de production locale. Je prends un exemple tout bête. Le numérique, on a un vrai génie martiniquais ici. Il suffit de faire des câbles sous-marins souverains martiniquais. On arrive à la fin de la DSP de la Guadeloupe. Pouvoir public, locaux, maîtriser les prix parce que le numérique aujourd'hui peut nous ouvrir sur des marchés de 1,5 milliard d'habitants. Je pense à l'Afrique, je pense aux Amériques, je pense à Cap-Vert, mais aussi en Europe, avec des investissements de hauteur de 50 millions à 180 millions d'euros. Ces investissements-là pourraient générer à ce que nous soyons aujourd'hui dans une dynamique de créativité logicielle. Non, c'est public. Ça, il faut que ça soit financé par le public. Il faut que ça soit qui public? Mais l'État. Aujourd'hui, mais 180 millions d'euros d'investissement qui peut ensuite être récupéré financièrement par les recettes de prestations, parce qu'on va vendre l'Internet en Martinique. Je prends notre exemple. Il faut un port franc. Pourquoi il faut un port franc? Parce qu'on va devenir une capitale du transport maritime de la Grande Caraïbe. Et les coûts des transports de marchandises vont baisser, donc le prix des marchandises va baisser, et donc nécessairement à la sortie, on baisse les prix. C'est fondamental d'avoir ce choc qui est à la fois social et économique mené de front. À court terme, d'abord par des investissements publics massifs, mais ensuite qui seront tellement créateurs de richesses et d'activités et d'emplois localement. Donc ça va redonner de l'emploi, ça va redonner de l'activité, ça va redonner du flux financier local qui va rester localement pour développer l'économie. C'est fondamental de rentrer dans cette logique-là. Mais est-ce que ça intéresse, Johnny Ajar, est-ce que ça intéresse les gens de Trinel, de TSF? Le discours que vous tenez est extrêmement intéressant, mais en quoi ça peut les intéresser et surtout les réveiller? Parce que vous réalisez l'un des scores les plus bas au total. C'est votre analyse. Non, mais 6626 voix, 37 le score de 2022 de 2100 voix. Donnez-moi le plaisir de vous l'annoncer quand même. C'est beaucoup mieux qu'en 2022, mais globalement, sur l'histoire des résultats électoraux du PPM, c'est un score qui est faible. Moi, j'ai envie de vous poser la question, comment vous allez réveiller les gens qui ont l'habitude de travailler pour vous, de bosser pour vous, je parle des militants, et puis de vos électeurs, parce que j'ai l'impression que le PPM vous a abandonné. Est-ce que vous partagez cette impression-là? Pas du tout. Alors, pas du tout, parce que j'ai l'habitude de pouvoir me battre au service des autres. Et l'objectif ne sont pas les militants ni les sympathisants, c'est les Martiniquaises et les Martiniquais. Non, mais les électeurs. Ben oui, mais justement, dans les quartiers aujourd'hui, oui, habitants de Trinel, quartier populaire, Volga, etc. Ce qu'ils ont besoin, c'est du travail. Ils ont besoin de logement, ils ont besoin de revenus. Donc, quand je parle
d'allocation spécifique de solidarité, c'est aussi pour ces personnes-là. Quand je dis que pour les fonctionnaires, par exemple, locaux martiniquais, quand ils vont partir à la retraite, ils perdent 40% de prime de vie chère. OK? Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Ils deviennent des nouveaux pauvres, ils vont au CCAS. Donc finalement, on se retrouve à financer des gens qui ont travaillé toute leur vie. Ce n'est pas normal. À La Réunion, sur les dernières années, ceux qui partent à la retraite, les fonctionnaires, avaient une prime de vie chère qui était maintenue à 80%. Donc, il faut pouvoir faire maintenir par la loi cette prime de vie chère pour les retraités aussi et accompagner toutes les familles dans l'amélioration de l'habitat, dans l'aménagement des quartiers. Mais c'est un plan à court terme, moyen terme et long terme. L'avantage, c'est que sur les 2 dernières années, j'ai écrit le plan. C'est-à-dire qu'il n'y a plus qu'à le mettre en œuvre et c'est pour ça que je demande le suffrage des Martiniquaises, des Fouillalaises et des Fouillalais, bien sûr, au service des Martiniquais. Vous êtes tous les deux à 10 minutes et demie. 10 minutes 30. Ouais, vous avez le même temps de parole. Alors, je me tourne vers vous. J'ai un peu l'impression que pour gagner, parce qu'on parle de ça, on parle du programme, mais bon, l'idée, c'est que pour l'appliquer, il vaut mieux gagner. Moi, j'ai envie de vous poser la question. Si ça avait été Francis Carole pour le 2e tour au lieu de vous, bon, c'est plutôt une mauvaise nouvelle pour Francis Carole, vous êtes là. Est-ce que vous auriez appelé à voter pour lui? Là, vous faites de la politique fiction et moi j'ai envie de parler des idées. En toute sincérité, Monsieur Marajo, on est passé de... Là, on parle des questions programmatiques. Mais vous savez que... Non, alors je vais vous dire quelque chose je sur vous ai Monsieur posé une Francis question. Carole. Est-ce que vous, alors, je est-ce vais que vous vous dire allez me quelque répondre? chose. Parce que vous n'avez pas confirmé et c'est bien d'en parler. Mais ce que vous n'avez pas encore dit, c'est qu'en effet, Francis Carole a appelé ses électeurs à porter leur suffrage au 2e tour. C'était implicite. C'était ça. C'était implicite. D'accord. Madame Dispagne l'a fait également. Le Parti communiste martiniquais l'a fait également et d'autres personnalités aussi nous plébiscitent. Donc, le leader du RN à Fort-de-France a dit qu'il allait voter personnellement pour vous. Voilà. Alors, je lui ai dit que je me passerais de sa voix. En revanche, j'ai précisé par un communiqué de presse que vous avez peut-être reçu, que je souhaitais que ces électeurs lisent notre programme qui, me semble-t-il, est plus porteur d'espoir et que si leur choix, si le choix n'est pas celui de la xénophobie et si le choix est vraiment celui de répondre à une rancœur, j'espère que notre programme pourra répondre à cette rancœur et pourra leur donner un nouvel espoir. Et donc j'appelle ceux qui... Vous n'avez pas répondu à ma question. Je ne fais pas de politique fiction, monsieur. Et je salue et je remercie monsieur Francis Carole pour sa démarche. Et je redis que monsieur Francis Carole et moi, nous sommes retrouvés suffisamment souvent et suffisamment longtemps sur les tréteaux des manifestations pour, en tout cas, se prêter des amitiés en matière de combat, même si nous avons de grandes différences. Est-ce que vous voulez répondre sur les aspects économiques? Oui, bien sûr. S'il vous plaît. Dans votre programme, en fait, dans votre programme, j'ai rencontré des associations. Bien sûr, la protection des TPE, c'est, regardez, tournez. J'ai fait quelque chose de recto verso. La plupart des entreprises, j'ai croisé le MEDEF, j'ai vu le MEDEF, j'ai vu la CGPME, Contact Entreprise. J'ai pris contact avec un certain nombre d'acteurs économiques. Tous nous disent quoi? Mais nous savons faire de l'entreprise, nous avons des idées. C'est le cadre qu'il faut nous donner. Est-ce que le cadre aujourd'hui, en plus d'une personnalité de gauche qui dit qu'il faut supprimer les charges, je rappelle que ce ne sont pas des charges, que ce sont des cotisations et que si les administrés de Martinique vivent dans des conditions parfois sanitaires, économiques à peu près correctes, c'est justement parce que nous avons un système de répartition qui fonctionne non pas par charge, mais par cotisation. Alors, les très petites souffrent de charges qui peuvent être perçues comme importantes. Souffrent de cotisations qui peuvent être assez élevées. Et là, j'entends naturellement le besoin de ces entreprises et c'est pour ça qu'on passe par des propositions de cadre juridique. Il y a eu la question de la zone franche, mais je vous l'ai dit, les politiques publiques doivent être évaluées. On a une zone franche depuis les années 70 qui est celle de Dillon. Les habitants de Dillon sont-ils plus riches? Dillon est-il plus développé? Les entreprises sont-elles plus pérennes? Donc il faut évaluer les dispositifs avant d'en faire des totems qui n'ont pas d'effet positif sur la totalité de l'économie. Vous parlez de port franc, encore une fois, suppression de cotisations. Donc on dit, puisque les entreprises ne vont pas payer, ça va créer de l'emploi. Ça s'appelle le ruissellement. C'est ce qu'a fait Emmanuel Macron et vous avez vu, ça n'a pas marché. Donc il faut évaluer des dispositifs. Oui, ça n'a pas marché. Le chômage a régressé. Oui, parce qu'on a décidé. Oui, tout à fait. Et on a décidé d'ailleurs mais on
on a décidé de prétendre que des étudiants qui étaient des apprentis, dont les chiffres ont été multipliés par milliers, représentaient aujourd'hui 1 million d'apprentis. Oui, c'est ce qui est important, et du coup ça fait baisser un peu la barre du chômage. Je crois que les Martiniquais, eux, ce qu'ils veulent, c'est des solutions, alors je dis concrètes. Les entreprises, elles veulent quoi? Le BTP l'a dit, ils veulent des projets. Les projets, c'est quoi? Loger, le logement social. Il faut que nous réapprenions à faire du service public, ne serait-ce que le service public basique. C'est très intéressant, forcément, ce que le député peut dire, sortant. Mais la réalité, c'est que les gens ont besoin aujourd'hui de logement, ils ont besoin d'équipements. Le BTP le dit, il n'y a plus d'infrastructures qui soient créées. Il y a aussi, finalement, d'ailleurs, c'est parfois un peu basique, mais la réhabilitation. Sur ça, le député. Mais bien sûr que oui, parce que ceux qui. Concrètement, il ferait quoi, le député? Mais une loi de programmation, il voterait une loi de programmation qui permet non pas de conditionner, par exemple, les aides aux organismes de HLM de façon annuelle, mais de faire quelque chose de pluriannuel et de sacraliser des aides. Vous avez 5 minutes, vous avez 5 minutes. Tout à fait. 5 minutes d'avance. Je pense qu'il y a une méconnaissance, mais je vais éclairer. Quand on dit zéro charge fiscale et sociale, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas payées. Elles sont compensées par l'État. C'est ça, une zone franche. Ça ne veut pas dire que les charges fiscales et sociales ne sont pas payées. Elles ne sont pas payées par les entreprises. C'est les entreprises. Elles sont exonérées, donc elles peuvent reconstituer de leur trésorerie et regarder l'avenir et se revitaliser. Par contre, l'État compense intégralement les charges fiscales et sociales ne sont pas payées. Le port franc, c'est pareil. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est ça une zone franche. Il y a des compensations financières d'État. Pourquoi cet investissement d'argent public? Parce que derrière, 1 euro d'argent public investi peut créer 4, 5, 10 euros d'argent nouveau qui viendra créer de la richesse localement tout en créant de l'emploi et tout en créant de l'activité. Donc, je pense qu'il y a une méprise et une méconnaissance qu'il faut gommer concrètement. La question de la loi de programmation, aujourd'hui, il y a eu la LOM, je félicite Claude Lise à l'époque, loi d'orientation d'outre-mer. Et sous ce salaire, c'est pluriannuel, effectivement. Il faut des investissements publics massifs. Je prends un autre exemple concret. Les privés, les salariés du privé n'ont pas de prime de vie chère. Et pourtant, la vie est plus chère en Martinique pour les privés qu'en France. Eh bien, je propose, à partir de la création d'une taxe sur les super profits, parce qu'il y a des grands groupes qui font de très grands profits, qu'ils puissent récupérer cet argent-là et augmenter le salaire des privés avec une prime de vie chère de 20%. Cela donnera plus de pouvoir d'achat, mais sans que ça pèse sur les charges des entreprises. Ce n'est pas aux entreprises à financer, ça doit venir d'une source de financement extérieure. Ça, c'est essentiel pour rétablir une équité. Autre élément très important, faire baisser les prix. Comment faire baisser les prix? Il y a des marges aujourd'hui et des bénéfices qui sont cachés. L'idée, c'est de les rendre transparentes. Et je suis sûr que nous pouvons, et j'ai fait une simulation, j'étais en train de préparer une loi que j'allais déposer s'il n'y avait pas eu de dissolution, pour faire baisser les prix sur les produits de grande consommation et les produits de première nécessité de 7 à 20%. Un autre élément, la TVA, elle est à zéro en Guyane. De bloquer les prix sur ces produits-là. Mais j'ai dit que le blocage des prix est un élément pour les produits de première nécessité. Article 410-2 du Code de commerce. C'est écrit dans mon rapport. C'est très clair. Ça sort de mon rapport. Donc, il n'y a pas autre chose. Ce n'est pas l'EF, c'est nous qui le proposons. Maintenant, je répète aussi, la TVA est à zéro. L'idée n'est pas d'aller à la TVA à zéro, puisqu'on a besoin de cet argent de la TVA pour le réinjecter localement pour une prime d'allocation de solidarité active pour les retraités. Mais par contre, on peut baisser de 1 ou 2 points la TVA de façon à ce qu'on puisse directement agir sur le volet fiscal pour faire baisser les prix concrètement et pour garantir derrière la traduction juridique vis-à-vis de la clientèle, vis-à-vis des usagers des Martiniquais et des Martiniquais, que les prix soient vraiment baissés. En agissant comme cela pour augmenter les revenus, baisser les prix, c'est plus de pouvoir d'achat. C'est un investissement à court terme, moyen terme et long terme. La question des services publics. On vous propose, Johnny Ajar, de progresser, puisqu'il nous faut évidemment aborder l'ensemble des sujets. On voudrait avoir votre regard sur les résultats nationaux. Et la poussée du RN, voilà, qui est le fait majeur, bien entendu. Avec un premier tour, avec des projections, vous les voyez. Voilà. Alors, on a été chercher un peu plus loin avec les conséquences des désistements. Vous l'avez sans doute appris. Hier, c'était les dernières heures pour le dépôt des candidatures et des éventuels désistements. Alors, les projections que vous voyez là intègrent non pas ces désistements, on va en parler. C'était avant. C'était juste avant. Aujourd'hui, on est plutôt dans une optique, si tout le monde respecte ces consignes,
on serait plutôt dans une optique où le Rassemblement national n'aurait pas la majorité absolue. 289 voix. Alors, il semblerait qu'il y ait des tractations en cours entre le président de la République et un certain nombre de chefs de parti pour créer une espèce de front républicain. Et Gabriel Attal parle d'assemblée plurielle. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous seriez prêts, si vous êtes élus tous les deux, à faire partie de ce bloc anti-RN, quoi qu'il en coûte? On va commencer par vous, M. Ajar, parce que vous avez 2 un peu de minutes de retard. De manière très concrète, il était prévisible de la poussée du RN et de l'affaiblissement des macronistes, puisqu'ils sont à l'origine. Je rappelle que ce qui se passe en Kanaki, qui a voté RN, Macron, enfin l'équipe macroniste, et la droite. Il n'y a que le Front de gauche, dont je fais partie, qui a voté contre le dégel du corps électoral, qui a généré les graves violences en Kanaki, parce qu'ils sont dans la soumission du peuple kanak qui a besoin de sa dignité. Et nous défendons ce peuple kanak, parce que ce qui leur est arrivé peut arriver à n'importe lequel d'entre nous, sortir de ce rapport de domination-soumission. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est effectivement qu'il n'y ait pas de majorité absolue. Dans les 2 dernières années de mandat, justement, il n'y avait pas de majorité absolue macroniste. Donc on a réussi, c'est pour ça aussi qu'on a travaillé ensemble. Et je pense qu'il faut un front, effectivement, pour faire une digue contre le racisme et la xénophobie, mais pas à n'importe quel prix. Il faut absolument que nous puissions servir l'intérêt général et servir le peuple martiniquais outre-mer, qui doit pouvoir ne pas subir les conséquences des décisions d'un président de la République qui, de son côté tout seul, a choisi de mettre le RN au pouvoir. Parce que la réalité, c'est que politiquement, c'est le président de la République qui savait très bien ce qu'il faisait. En faisant cette dissolution, il savait que le RN serait très puissant au niveau de l'Assemblée. L'important, c'est d'être une force. Soit on peut reprendre la main et diriger, et donc rassembler, mais cela prouvera également, et j'ai l'habitude de ces oppositions-là, que l'on peut trouver des solutions de concertation sans majorité absolue. Sans majorité absolue, mais pour faire avancer la France, la Martinique et les Outre-mer. Vous pouvez travailler avec toutes les tendances, y compris les tendances progressistes et humanistes. Les tendances ensemble, progressistes et humanistes, celles et ceux qui ne sont pas ni dans le suprémacisme, ni dans la domination. Béatrice Belley? La réponse est évidemment que oui, il faut créer un front à côté des idées xénophobes, racistes, homophobes, sexistes. C'est ça, le Rassemblement national. Et donc, nous avons décidé, les socialistes, les écologistes et la France insoumise, lorsque nous avons vu les résultats des européennes, de faire taire aussi un certain nombre de nos différences. C'était le début du « à tout prix ». Bien sûr que c'est à tout prix. Mais la mémoire des gens est courte, ou quoi? Ce parti a été créé par des fascistes génocidaires. Et on va leur parler. Nous, afro-descendants, nous, territoires de la rencontre de tous les continents, nous allons pouvoir faire avec eux, mais pas du tout. Et moi, je pense à nos compatriotes. 9,48% des personnes qui ont voté RN en Martinique. Oui. Et c'est pour ça que je vous dis que je les appelle à regarder un programme qui est un programme qui répond à leur colère sociale, qui répond probablement à leur désabus ou à leur façon d'être désabusés du service public. Il n'y a personne en Martinique qui vote RN par conviction? Si. Ah, quand même. Oui. Mais c'est pour ça que cela, comme je vous ai dit tout à l'heure, non. Ouais. Parce que le racisme ne m'intéresse pas. Je n'ai pas besoin des voix des racistes et des fascistes. Par contre, j'ai besoin des voix de la colère. J'ai besoin de dire aux gens qui sont en colère parce qu'ils se sentent abandonnés. C'est ce que l'on a vécu pendant cette campagne, très courte. Mais je peux vous assurer que malgré toutes les campagnes, je fais des campagnes depuis l'âge de 16 ans. J'ai commencé d'ailleurs bien avant monsieur qui dit avoir beaucoup d'expérience. Moi, j'ai commencé dans ma ville, une ville du 93, avec un maire communiste. J'ai commencé à militer à 16 ans. Je n'ai jamais vu une campagne aussi violente dans le sentiment que les gens ont voulu nous faire passer. Ils sont en Martinique à bout. Les gens sont à bout et ils se sentent aujourd'hui abandonnés. Et j'espère que ce programme de rupture que nous proposons et que je me propose de porter également avec des mesures spécifiques à la Martinique sera de nature à répondre à leur colère. Ils sont à bout parce qu'il y a aussi des problèmes d'insécurité. Aussi. Et de violence effectivement intrafamiliale, mais de violence aussi, de drogue, de trafic d'armes. Qu'est-ce que vous avez dans vos programmes sur ce point spécifique, monsieur Alors, Ajar? Je souhaiterais quand même aussi ajouter un point important. Je pense qu'il faut éviter les extrêmes. Et c'est très important, l'intégrisme, le racisme, mais il faut éviter le populisme. Césaire a une définition très précise. La culture de tous les mécontentements, de toutes les irritations, même les plus minimes, dans un seul but de déstabiliser, de démoraliser tout peuple
et le rendre disponible à tout catastrophisme et tout catastropheur. Je dis attention aux émotions colériques qui peuvent amener à des solutions qui sont pires que le mal actuel. Donc, il faut vraiment naviguer entre deux extrêmes et éviter cette situation-là du populisme ambiant et de la manipulation. Sur la question de l'insécurité, de manière très claire, il faut avoir cette vision globale. Bien sûr, il faut des moyens complémentaires. Là, aujourd'hui, ce n'est pas normal. Les contrôles qui se font, parce qu'il y a le trafic d'armes, le trafic de drogue, la prostitution principalement, et de l'argent sale qui circule. Quand je dis de l'argent sale, parce que la drogue tue. Ce sont nos propres frères martiniquais aujourd'hui, ceux qui sont intoxiqués, toxicomanes et autres. Et ça crée des maladies mentales importantes qu'il faut gérer. Qu'est-ce qu'il faut? Bien sûr, il faut de la coercition. Aujourd'hui, les forces de contrôle de l'État ne contrôlent que 2 points, l'aéroport et le port. Uniquement ce qui repart vers la France hexagonale. En gros, ça qui fait Martinique, ça n'a pas qu'à concerner eux. Donc la drogue peut rentrer, si les âmes peut rentrer, ils ne contrôlent pas les côtes. Les volumes ne sont pas les mêmes, on est d'accord. Peu importe. Il faut absolument agir avec une chaîne de commandement, j'insiste. Mais dans tous les domaines des services publics, il faut une chaîne de commandement. Sortir de la question de la coordination. Parce que la coordination, c'est de petits pouvoirs potentats sur le cancer. Je le vois, il y a un problème de gouvernance parce que dans la chaîne, il n'y a pas ceux qui ont les prérogatives, n'ont pas cette chaîne de commandement, ils ne prennent pas l'autorité qu'ils doivent avoir pour mettre un parcours de soins, pour accompagner les personnes atteintes du cancer et qui sont livrées à eux-mêmes. Donc, il faut bien sûr de la coercition, il faut de la force aussi de justice parce que c'est un lien global, mais il faut un projet, il faut offrir une alternative à nos jeunes et à celles et ceux qui seraient tentés. Donc, dans le programme éducatif que je propose, clairement, je propose de mettre la capacité de discernement. La première des libertés, c'est la liberté de penser. Aujourd'hui, le jeune, il est formaté. Il apprend à lire, écrire, compter. Mais là où ça lit, là où ça compter, eh bien, si vous n'avez pas comprendre ça, ou qu'à lire, ça, ou qu'à compter, ou pas qu'à les pièces côté. Donc, l'idée, c'est de faire de la compréhension, du raisonnement, de la capacité de discernement, de l'esprit critique dans les programmes scolaires, un socle fondamental pour non plus être dans le formatage, mais être dans la formation de nos jeunes pour qu'ils puissent comprendre qu'il y a une autre alternative. Il y a un plan jeune à mettre en place, il y a un accompagnement pour justement faire sortir de ces gens-là, redonner un parcours d'insertion, d'employabilité pour que justement, même si au cas senti que la drogue-là, eh bien, l'argent facile, ce n'est pas une solution parce que ça détruit la Martinique. Un autre élément, je disais ça souvent, aussi bien à mes élèves et aux autres, pas ni major qui la retraite, ça n'a pas qu'à exister. Qu'est-ce que vous faites de la parentalité? Bien sûr. Parce que là, vous mettez... voilà. Où sont les parents? Qu'est-ce qu'on en fait? J'ai parlé de l'éducation et de l'instruction, mais je ne parle pas que du volet public. Ma suppléante, Nathalie Martaille-Jouan, qui est une féministe démocrate, est très engagée et je l'accompagne en tant que coéquipier sur la question de la famille, la parentalité, la lutte contre les violences intrafamiliales et l'égalité homme-femme. C'est essentiel dans la question de l'éducation de nos jeunes. Et elle propose un temps partiel pour les parents pour qu'ils puissent s'occuper de leurs enfants, même s'ils sont payés à temps plein, mais qu'il y a une allocation universelle qui pourrait leur être reversée, mais qu'ils prennent le temps pour s'occuper de leurs enfants. C'est très important comme mesure qui est proposée dans le programme au niveau de la famille et des parents. Quelles seraient les réponses donc, à l'insécurité, notamment? Des moyens. Très clairement, nous sommes une île, ce qui veut dire que nous avons autant d'endroits où peut se déverser la drogue, les armes, ou se déverse d'ailleurs déjà la drogue et les armes. La réalité, c'est que le parcours aujourd'hui des stupéfiants a changé. Il était en Guyane. Et vous savez qu'il y a eu un contrôle zéro, à 100%, donc zéro épargné. Bon. Et qu'est-ce qui s'est passé en Guyane? Vous avez tous les jours 50 défections, des personnes qui entendent qu'il y aura un contrôle et donc qui ne viennent pas. Et vous avez de toute façon dans l'avion, vous avez obligatoirement des personnes qui passent. Donc, c'est du marketing. Bon, ben, on change de voie et nous sommes devenus une voie prioritaire. Et d'ailleurs, vous avez vu, on est voilà, une zone où je crois que ces 3 derniers mois, on est à plus de 3,5 tonnes saisies de drogue. Donc, les moyens aujourd'hui des trafiquants sont comparables aux moyens que nous avons. Donc, si l'État ne prend pas, en effet, parce que l'État prend beaucoup de dispositions pour se parer sur le continent. Mais pas beaucoup, en fait. L'objectif, c'est surtout que ça n'arrive pas, finalement, en France, pas que ça n'arrive pas tellement en Martinique. Et donc, nous attendons, et nous avons exigé, alors, la Fédération socialiste, par exemple, a fait un courrier à l'époque au préfet Stanislas Cazel pour lui demander,
où étaient les moyens qui avaient été annoncés par les différents ministres de l'Intérieur. Et en plus, nous avions la chance d'avoir des ministres de l'Intérieur qui étaient en plus ministres de l'Outre-mer. On les attend encore, les radars. On attend encore la fameuse coordination. Et donc, on ne l'a pas. Donc, je suis pour que les moyens, évidemment, de la gendarmerie, de la police, de la douane soient augmentés pour nous permettre de juguler une partie de ce trafic. Ça sera difficile de l'arrêter, sauf à mettre à chaque mètre sur le thème de la parentalité. Sur le thème de la parentalité, alors évidemment, quand j'entends pour permettre aux parents, mais la réalité, c'est pour ça que je dis, la chose martiniquaise est à prendre en compte en ce qu'elle est spécifique. Quels parents? De quoi on parle? On est en train de dire que la plupart des parents sont en fait des femmes qui sont dans une structure monoparentale. Elles sont seules. 55% des enfants de Martinique vivent ou en tout cas ont vécu seuls avec leurs parents. Alors on va faire quoi? On va donner, la mère va être en congé, mais c'est pas son souhait. C'est pas son souhait d'être en congé pour s'occuper de ses enfants. C'est des féministes, donc démocrates, qui décident que maintenant, les mères doivent être en congé pour s'occuper de leurs enfants. Mais on n'a pas vu ça, c'est le service public. Le service public doit s'organiser autour de l'éducation. Le service public, on doit créer plus de places de crèche. Et je suis contente que l'initiative privée, aujourd'hui, prenne le relais de l'initiative publique en matière de création de places de crèche. Et néanmoins, il y a, par le biais du FSE, la CTM a mis en place une politique de natalité. Mais avec cette politique de natalité, il faut des services. La réalité, c'est qu'il faut un meilleur système éducatif et qu'il faut ce que nous posons dans le programme. La gratuité, je vous l'ai dit, la gratuité de la scolarité. Que les personnes, que les parents, que l'école puisse se consacrer à ce qu'elle sait faire. Très bien d'ailleurs, c'est éduquer les enfants. Voilà, on voudrait vous poser, oui, vous répondez, on voudrait vous poser la question de la société civile. Il faut faire très attention, je pense qu'effectivement, il ne faut pas faire peser sur le service public une éducation permanente des enfants martiniquais. C'est la responsabilité parentale aussi. Et une femme seule doit pouvoir, ce n'est pas en congé, elle touche un salaire, elle touche un salaire plein, mais elle travaille une moitié du temps et l'autre moitié du temps, elle peut s'occuper de ses enfants. La parentalité est le socle, la référence essentielle pour accompagner les enfants dans l'éducation. Donc, c'est pour ça que le tiers, le temps partiel proposé par Nathalie Martin-Jouan est important. Sur la question des services publics, il y a toujours quelqu'un qui paye. Il faut améliorer les services publics, mais même si on peut avoir une aide financière de l'État à un moment donné, tant qu'on n'aura pas créé de richesse, parce que c'est gratuit pour les familles, mais il faut bien, les collectivités, il faut qu'elles trouvent les recettes quelque part. La Chambre régionale des comptes, si vous ne votez pas votre compte en équilibre recettes et dépenses, eh bien, ils vous mettent en difficulté. Donc, il faut accompagner les collectivités sur le sous-financement à travers des dotations d'État rétablies pour compenser. On a perdu 500 millions d'euros à cause de l'État sous cela. Mais il faut créer de la richesse localement. Tant qu'on sera extrêmement dépendant des autres, en termes d'assimilation intégrale ou d'assistanat, on ne s'en sortira pas. Il faut vraiment de la responsabilité de l'initiative locale. Oui, oui. Béatrice, elle veut rajouter quelque chose juste avant parce qu'on que je passe à la suis question. féministe et en plus je suis démocrate aussi. Et je crois profondément qu'il faut repenser, il y a des modèles qu'il faut repenser, mais il faut faire une politique qui est à l'image de la Martinique. Il y a 113 femmes pour 100 hommes, monsieur Ajar. Donc, je ne sais pas si les 113 femmes pour 100 hommes, alors dans la part qui sont mères de famille, comme je vous dis, vont accepter un congé pour s'occuper de leurs enfants. Ce dont elles ont envie, c'est de participer à la création de richesses dont vous parlez. Voilà, c'est juste ce que je voulais vous dire. Non, mais les féministes vont être très attentives. Elles veulent travailler. Ce que je comprends, c'est qu'elles veulent travailler. Tout à fait, tout à fait. Elles sont, attention, non, je penserai, attendez. Le fait de vouloir travailler n'est pas un problème en soi. Mais il faut aussi une présence. Mais non, je pense que la présence éducative est essentielle quand on est un parent. Mais elle vous dit où est l'homme? Elle vous a demandé où est l'homme? Mais oui, mais il faut faire les hommes s'intégrer aussi. Mais quand il y a des couples, mais c'est quand il y a des familles monoparentales. Non, ce que je dis, attention, ce qui est dangereux, c'est de penser que le système éducatif scolaire ou les services publics vont éduquer les enfants martiniquais. Si vous pensez ça, c'est dangereux. C'est dangereux de penser ça. On a noté votre précision. On veut passer à la question. Voilà, un autre sujet, parce qu'il nous reste peu de temps. La question de la société civile. Alors, c'est Fabienne, qui a 78 ans, qui nous pose la question suivante. Alors, l'idée, c'est la fin de vie, la thématique centrale. L'examen du projet de loi relatif à l'accompagnement des malades
et de la fin de vie a été suspendu du fait de la dissolution. Il n'y a pas que ça qui a été suspendu. Oui, mais c'est ça notamment. Souhaitez-vous qu'il soit repris? Êtes-vous favorable à l'aide à mourir? Alors, on va commencer par vous, monsieur Johnny Ajar. Ajar, qui avait suivi. Vous étiez concerné. Oui. Tout à fait. C'est un sujet très sensible. Ce que je veux dire déjà, c'est qu'il faut faire très attention pour que les émotions ne prennent pas le dessus sur la raison. Il y a effectivement un travail à faire pour accompagner à la fin de vie. Ce qui est en train de faire aujourd'hui sous la responsabilité de l'État, mais il n'y a pas suffisamment de moyens. Ça va bien avancer d'ailleurs. Hein. Non, dans la réalité, ils ne mettent pas les moyens. C'est-à-dire que même quand la loi est votée, ils ne donnent pas les moyens pour accompagner en fin de vie toutes les structures publiques palliatives qui doivent accompagner en fin de vie. Donc, il faut déjà renforcer les moyens publics. Ça, c'est fondamental. Maintenant, si malgré tout l'accompagnement qui a été fait, la personne qui, dans sa souffrance, et ça, il faut l'accepter, c'est plus difficile dans sa famille de se dire « oui, mais je veux que tu restes ». Mais si la personne est dans une souffrance terrible et que son désir, c'est de partir parce qu'elle préfère se libérer de cette souffrance-là, il faut aussi l'entendre parce qu'il ne faut pas être égoïste et ne penser qu'à nous-mêmes. Je pense à ma mère, par exemple, qui est morte dans des conditions difficiles. Mais c'est très difficile. Il faut trouver une réglementation, une loi qui préserve à la fois la vie, pour celles et ceux qui, en connaissance de cause, doivent pouvoir choisir de leur vie. D'accord? C'est à eux de choisir, pas aux autres de choisir pour eux. Mais par contre, ils doivent choisir en étant informés et en ayant toute connaissance de cause. Donc, ils doivent savoir... Ajar. Si les dispositifs palliatifs aujourd'hui ne sont pas à la hauteur, il faut déjà les mettre à la hauteur. Monsieur Ajar, la discussion avait quand même bien avancé. Il y a eu la Convention citoyenne qui s'est penchée sur ces questions-là. Il y a des propositions très, très précises qui ont été faites et les discussions à l'Assemblée nationale étaient bien avancées, notamment cet article 6 qui définit très précisément les conditions. Ce sont les suivantes. Sont éligibles à cette aide les personnes âgées d'au moins 18 ans, de nationalité française ou résidant de façon stable, etc. Les choses sont très encadrées. Ma question, c'est... Est-ce qu'il faudrait, parce qu'à vous entendre, on a l'impression qu'il faudrait tout remettre sur la table et recommencer à discuter. Mais oui, mais vous savez... Alors pour éviter les décalages, vous allez préciser, mais Béatrice Bellé, sinon il va s'enfuir en termes de temps et vous auriez... Allez-y, je n'aurai pas le temps de rattraper. Répondez à Fabienne, 78 ans. Juste pour répondre à Fabienne, 78 ans, bien sûr que la question est posée depuis longtemps. Moi, j'y suis favorable à accompagner cette fin de vie. J'y suis favorable. Aide à mourir, c'est l'aide à mourir. Voilà. Alors, qu'il ne faut pas confondre, parce que des termes sont donnés pour dramatiser, mais je comprends, il y a des personnes qui sont attachées à aussi une idée religieuse de la question de la vie. Le seul Dieu prend la vie. Et nous sommes ici sur un territoire très chrétien, et on peut comprendre que ça heurte un certain nombre de nos compatriotes. Je crois néanmoins, en effet, qu'un cadre a été posé, qui est le cadre qui a été posé et qui a fait le plus consensus avec un certain nombre d'associations qui étaient opposées, qui sont revenues parce que la douleur, la mort dans la douleur ou la mort, ce qu'on appelle la mort blanche, il y a des personnes qui ont dit « je ne veux pas vivre sans ne plus être moi ». Et par exemple, la question a été posée pour les Alzheimer, pour les personnes qui avaient des maladies dégénératives et qui finalement étaient retenues par des moyens médicaux modernes, mais qui ne leur permettaient pas de vivre. Mais en tout cas, il y a un cadre, je crois qu'il est posé. Il doit peut-être continuer, puisqu'il n'a pas pu être adopté, il doit continuer à nourrir la discussion. Mais pour ce qui me concerne, dans le cadre qui est fixé, notamment le cadre médical, les maladies qui sont concernées, le type de personnes qui peuvent y faire appel, rappelons-nous que c'est un choix du malade. Toujours un choix du malade, jamais un choix du médecin ou de la famille. Il nous reste 2 minutes d'émission. On avait d'autres questions à vous poser, mais ce sont les deux dernières minutes. Donc, on va vous demander de conclure. Voilà, si on a bien fait. Voilà, 1 minute chacun. On va demander donc à Johnny Ajar, face caméra. C'est elle qui conclut. Non. Oui, non, c'est vous qui commencez, c'est elle qui conclut. Voilà, donc c'est vous qui commencez à parler, c'est elle qui aura le dernier mot. Mais j'ai commencé. Mais précisément, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Celui qui parle au début ne parle pas à la fin. Voilà. C'est ça. Oui, je parle au début, à la fin, en premier. Oui, voilà. Donc, vous commencez à parler là. Donc, vous vous adressez maintenant aux téléspectatrices, aux téléspectateurs. Voilà. Et puis,
En leur donnant rendez-vous samedi, puisque voilà, ce seront vos derniers mots. Faut y aller, Martiniquaise, Martiniquais, moi l'épisode. Moi ça bagaille la raide. Et je veux agir au quotidien. Les plans de la maison sont faits là, au bout inconscient caille, au bout un fait plan d'abord. Les plans sont faits sur les 2 dernières années de mandat. Maintenant, je veux aller plus loin et mettre en œuvre et agir concrètement sur votre quotidien. Vous accompagner personnes âgées, jeunes, moins jeunes, mais aussi les entreprises, associations et toutes les forces vives martiniquaises. C'est essentiel que vous puissiez nous permettre de poursuivre le travail que j'ai entamé avec l'expérience que j'ai acquise et j'ai gagné une grande maturité avec Nathalie Martaille-Jouan, ma coéquipière avec laquelle nous allons faire un gros travail sur la question de la famille et la parentalité. Et je souhaite vraiment, à partir de la vision globale de ce que nous portons, que le niveau de vie des Martiniquaises s'améliore, que votre cas aille mieux. Moi, l'épisode. Je terminerai par cette phrase d'Aimé Césaire. Les hommes avec un grand H, c'est la phrase d'Aimé Césaire. De bonne volonté feront au monde une nouvelle lumière. Alors, mon cas concernant les autres, le poids du résultat nous permettra d'être encore plus actifs à votre niveau, au service de l'intérêt général pour la Martinique. Merci, Monsieur Ajar. Merci beaucoup. Béatrice Bellé, c'est à vous. Regardez la caméra et vous pouvez vous adresser à nos téléspectatrices et téléspectateurs. Martiniquaises, Martiniquais, à nouveau, je veux vous remercier d'avoir porté vos voix sur notre candidature, celle de Nadia Chonville et de moi-même. Nous sommes venus au-devant de vous avec sincérité, transparence, pour vous proposer aussi une nouvelle façon d'envisager la politique sur cette circonscription de Fort-de-France, mais bien au-delà, sur toute la Martinique. Ça nous l'effet épisode, c'est reconstruire le lien avec l'action publique. Ça nous l'effet épisode, c'est guérir manien ou café politique jeudi. Ça nous l'effet épisode, c'est bas Fort-de-France en nouveau souffle. Et ça nous l'effet épisode, c'est mettre en femme à l'Assemblée nationale. Et ça serait historique puisque Fort-de-France n'a jamais eu de députée femme. Je crois que puisque nous sommes nombreuses, 54% en Martinique, il est temps que les voix des hommes, mais également des femmes, puissent être représentées dans cette belle Assemblée. Merci Béatrice Bellé, merci Johnny Ajar, merci Eddy. Merci Barbara. Merci à toute l'équipe qui est derrière et à Sandrine, à Claude et toute l'équipe au son, à la lumière, aux caméras. Merci bien. Et merci aussi à vous qui nous suivez depuis lundi. Dernier rendez-vous demain. Un vrai challenge. Demain, on attaque, entre guillemets, la Sud. circonscription du Sud. Voilà. Et les 2 candidats nous ont confirmé leur présence. Voilà, 19h30, on le répète, on est en direct sur VIA TV. 19h30, 21h30, 1 heure de débat. Merci, madame, monsieur. Merci. Et on vous retrouve donc demain. Merci à vous. 19h30. Chez Bérel. Ah bah, Ne changez pas de chaîne. On sera là.